Cette touche de vermillon indique que cette ville fut autrefois une capitale impériale pendant 600 ans. Quant à cet hôtel, construit en 1900, il a attiré d'innombrables curieux occidentaux. Ici, les représentants du peuple ont passé à côté de ces majestueuses colonnes. Et là, les miroirs en titane scintillants reflètent la lumière de nombreuses salles d'art. Nous voyageons sur la première avenue de Chine, l'avenue Chang'an, à bord du bus numéro 1. Les conducteurs de ce bus passent devant cette porte rouge 48 fois par jour, en lisant à plusieurs reprises ces mots simples mais sincères qui sont inscrits sur le mur. Servir le peuple. L'esprit de ces mots se répand dans les bus spacieux et incarne leur travail quotidien. C'est pourquoi les gens appellent familièrement ce bus Grand numéro 1. De l'aube à la nuit, le bus électrique Grand numéro 1 transporte silencieusement des dizaines de milliers de passagers. En jetant un coup d'œil par la fenêtre pour admirer le paysage de cette avenue longue de 3,8 km, ils perçoivent les rites de l'histoire inscrites sur les bâtiments le long de l'avenue. Si l'on regarde plus au sud, de l'autre côté de la grande place Tiananmen, un simple prailo, ou arc commémoratif, se dresse devant la majestueuse porte Zhongyang. Ce prailo possède 5 portes, 6 colonnes et 5 pignons, ce qui explique pourquoi les habitants de Beijing l'appellent affectueusement Wu Prailo, prailo à 5. Après avoir pris sa retraite, Qiu Yue, expert en planification urbaine et rurale de Beijing, emmène toujours les amateurs d'histoire et de culture de la capitale visiter la porte Tiananmen. Il semble que le Wu Prailo raconte silencieusement son passé dans un espace en perpétuelle évolution. En un instant, nous semblons traverser le temps et entendre le tintement des cloches d'il y a 100 ans. Le tramway à la cloche passe lentement devant nous, dirigeant les touristes curieux vers les profondeurs de l'histoire. Voici la salle d'habillement du temple de l'agriculture de Beijing, qui servait à l'origine de vestiaire pour les empereurs sous les dynasties Ming et Qing. En juin 1921, elle a abrité le bureau préparatoire de la Société des tramways de Beijing. À l'époque, le gouvernement de Beiyang a utilisé divers droits de construction à l'intérieur de la ville de Beijing comme garantie pour emprunter 150 millions de francs français à la Banque industrielle de Chine, BIC. Cet argent a été utilisé sous la forme d'actions gouvernementales pour financer les infrastructures municipales telles que le tramway de Beijing. 可以看出法国人是把持的人事和物资采购。第二个，从这个物资采购上来讲，这个合同规定，这些机器货品必须优先采购法国的。如果法国没有从别国采购，那么这个中法实业银行需要收取2.5%的手续费。 Le gouvernement de Beiyang, pressé d'urbaniser l'ancienne capitale, n'a eu d'autre choix que d'accepter ce traité inégal. Zhu Zitian, chef des affaires intérieures et superviseur du bureau de la construction municipale de Beijing, figurait en tête de la liste des actionnaires gouvernementaux assignés par le gouvernement de Beiyang.
En 1914, le gouvernement de la République de Chine a créé le bureau municipal de Beijing, en s'inspirant des administrations municipales occidentales, ce qui a marqué le début de la modernisation de l'environnement urbain. Zhu Zitian, qui était le premier directeur de cet organe, était aussi un industriel actif dans les milieux politiques. Il a été le premier ministre du gouvernement de Beiyang. À la charnière entre l'ancienne ère et la nouvelle, ce technocrate s'est consacré à la gestion et à la construction moderne de la ville, en y mettant en place une série de travaux d'aménagement urbain. 这个要我简单的说，就是拆墙打洞，大家很熟悉这个词儿。那个时候呢，也是开始这样，拆掉了皇城墙，打了2个门洞，就是现在的南池子和南长街，打通了长安街。长安街呀，过去呀只有短短的几百米长，而且天安门广场呢是一个封闭的广场，普通公众是进不了的。那个时候，这么大的一个北京城，从地安门到天安门到大清门，大概3点几公里长的这么一个横贯在这个北京城中心的，分割了北京城，东西是不通的。长安街从东单到西单，不到6华里多这么一点距离，竟然有4座门、2座牌楼，横在之间过不去。你要是从东单，从王府井要到西单去，哎，那可就麻烦了。一出门就得奔南走，一直走到这个顺城街，通过这个正阳门和这个大清门之间这个通道，再往西，到了西边再往北，这一上午就过去。现在我们几分钟的事儿。Un jour de juin 1915, Zhu Zitian, debout sur la porte Zhongyang, a fait tomber une brique avec une pioche en argent afin de montrer sa détermination à promouvoir l'aménagement urbain. Et la rénovation de la porte Zhongyang fut achevée à la fin de cette année-là. 所以要说起这个拆墙来，鼻祖还是朱启贤这些个前辈们，确实解决了交通。当时这个辛亥革命这个成功以后啊，在北京这么大一个城市里的，没有一辆公共汽车，没有一座为公众开放的公园。那除了这个皇城在中间，那其他都是这个没有这个一条通顺的东西向的这样的一个大路啊，所以呢，他们进行了很多的这个尝试。Zhu Zitian a également fait un don personnel pour convertir en parc central le temple Shezi, dédié à la terre et aux récoltes, qui était autrefois une zone interdite au public par la dynastie Qing. Cela a transformé l'aménagement urbain de Beijing, qui offrait auparavant de nombreux espaces de loisirs à la classe dirigeante, tout en négligeant les besoins en divertissement du peuple. Peu après, la place Tiananmen fut aussi ouverte au public. 4 ans plus tard, en mai, des étudiants progressistes de l'université de Pékin ainsi que d'autres universités ont organisé de nombreuses manifestations devant la place Tiananmen, dont le fameux mouvement du 4 mai. Celui-ci a marqué un tournant dans l'histoire de la Chine, les jeunes étudiants ayant fait preuve d'une position révolutionnaire qui était résolument anti-impérialiste et anti-féodale. Les cris des jeunes ont également ébranlé un directeur d'école primaire de Beijing. Bien qu'il n'ait jamais participé au mouvement, à l'âge de 20 ans, sa mentalité a complètement changé. Il écrivit ainsi dans son autobiographie « Grâce au mouvement du 4 mai, j'ai été encouragé à devenir écrivain, même si je suis un écrivain médiocre. » Cet humble écrivain, nommé Lao Shi, fut l'auteur important qui plaça Beijing sur la carte littéraire. Shu Xingchun, de son vrai nom, est né en 1899 dans une famille mandchoue à côté du temple Huguo, dans l'ouest de la ville. L'année 1900 marque le début de la modernisation des transports publics à Beijing. Une ligne de tramway de 7,5 km reliant la gare de Madiapu, dans le sud de la ville, à Yongdingmen, a commencé à être mise en chantier à l'extérieur des anciens remparts de la capitale impériale. Cependant, ce nouveau mode de transport, introduit par la société allemande Siemens, n'a jamais été mis en service. Il est devenu un douloureux et amer souvenir de Beijing, tombant dans les profondeurs du temps. Cette année-là,
lors de la révolte des Boxers, les flammes de la guerre ont complètement détruit la gare de Madiapu et le système d'exploitation du tramway construit par les étrangers. Et le père de Xu Qingchun, Xu Yongshou, a également été tué à un endroit entre la porte Tianmen et la porte Tiananmen, dans un combat acharné contre les troupes de l'Alliance des 8 Nations. Après ces combats sanglants, cette capitale féodale a subi un revers dans le développement de ses transports publics. 10 ans plus tard, la dynastie chancelante s'effondrait enfin. Le 12 février 1912, l'empereur Xuanzong de la dynastie Qing, Puyi, a abdiqué et le gouvernement de la République de Chine lui a accordé le droit de rester dans la cité interdite en faisant preuve de clémence envers la famille impériale. À cette époque, Beijing ressemblait à un vieillard au crépuscule de sa vie. Avec des empreintes claires de civilisation agricole, elle reposait sur le coucher du soleil, vacillant à la croisée des chemins. Lao She a dépeint la ville de Beijing avec des chameaux passant par les remparts et faisant face à des tempêtes de sable. Son chef-d'œuvre, le pousse-pousse, décrit de manière saisissante la vie des conducteurs de pousse-pousse, le pilier des transports publics de la ville à cette époque. Des tireurs de pousse-pousse mènent une vie misérable. Avec les revenus les plus faibles, ils ne ménagent pourtant pas leur peine, tout comme les chameaux qui se nourrissent de foin en se démenant sans compter. Ces 100 grades subissent tous les coups durs. Avant la mise en service des tramways, les pousse-pousse étaient le principal moyen de transport à Beijing. Selon les archives, en 1917, la ville comptait 20 674 pousse-pousse, dont 2 286 pousse-pousse utilisés à des fins personnelles et 17 988 pousse-pousse utilisés à des fins commerciales. À cette époque, la ville comptait déjà plus d'1 million d'habitants. 传统的落后的交通工具不适应当时的社会发展的需要，所以需要先进的、中型的、大型容量的交通工具适应当时的城市发展和市民出行的需要。 L'année 1924 arriva en un clin d'œil. Les lanternes de la fête des lanternes venaient d'être allumées et Puyi, dans la cité interdite, a pris une nouvelle dans le journal. Le tramway, qui avait été retardé pendant plus d'1 an, serait mis en service à la fin de l'année. Cependant, ce n'est qu'après 42 jours suivant l'expulsion de Puyi par l'armée de Feng Yuxiang que l'on a finalement entendu le son cristallin des cloches du tramway sur l'avenue Chang'an. Le 17 décembre 1924, à 11h20, le premier tramway numéro 1 est parti de la porte Zhongyang. La Société des tramways de Beijing avait émis des coupons pour que tous les invités puissent prendre le tramway lors du premier jour de sa mise en service. Les gens se sont rués sur le tramway tout au long du trajet de Zhongyangmen à l'avenue Xijimen, et à chaque arrêt, il y avait beaucoup de monde qui l'observait de près. Certains passagers, détenant des coupons, n'ont même pas pu monter à bord du tramway à cause de la foule. Le lendemain, la première ligne de tramway de Beijing, reliant Tianmen à Xijimen, fut officiellement ouverte à la circulation. Aujourd'hui, afin de vous donner un aperçu de ce à quoi ressemblait le premier tramway, la Beijing Public Transport Holdings a fabriqué une réplique de celui-ci. Grâce à ces détails, nous pouvons imaginer la scène où il traversait le Wuprailo et passait par la porte Tianmen.好，各位，随我一起穿过正阳门大街，我们一起来到了20世纪20年代的老北京街头。在这里呢，我们停放了一辆1924年从北京电车修造厂开出来的第1辆有轨电车的1:1的模型。机车车身长9.42米，宽2.1米，高3.17米，核定载客为52人。走在车厢里，我们可以看到，当时我们的有轨电车里面都是以纯实木打造的。
在车的前部悬挂了一枚铜铃铛，司机在车行驶途中轻踩脚下的踏板，车就会发出当当的声音。当时的老北京的老百姓很亲切地给我们的有轨电车起了个别名，就叫颠颠车。 Lors de sa première mise en circulation, le tramway numéro 1 est allé de Tianmen à Xijumen en passant par le Prailo de Xidan et le Prailo de Xise, et il s'arrêtait au temple Gruguo, près de la maison de Shu Qingchun. Mais il semblerait que ce dernier n'ait pas pu profiter à temps de la commodité des tramways de Beijing. Au début de l'automne de l'année précédente, il avait en effet obtenu un poste d'enseignant de chinois à l'Institut oriental de l'Université de Londres. Il était donc parti pour cette ville brumeuse, dotée d'un métro. De retour en Chine quelques années plus tard, il deviendra l'écrivain renommé Lao She. Les souvenirs auxquels il a fait appel pour écrire le pouce-pouce tant d'années après proviennent apparemment d'une époque où il n'y avait pas de tramway. Même si la plupart des habitants étaient favorables au tramway, il y avait aussi certains opposants, notamment les conducteurs de pouce-pouce. Le jour de l'inauguration, des milliers d'entre eux se sont couchés sur la voie du tramway pour l'empêcher de circuler. « 那么到高潮的时候是1929年的10月份。 那么上千个车夫啊，汇聚到西单的这个牌楼，举着这个洋车把、铁锹、木棍，一边高喊打倒电车公司，同时见到这个电车啊过来以后啊，大家齐上阵，一同乱倒。 Lu Xun a mentionné cet incident dans une lettre adressée à son ami le 8 novembre de la même année. Récemment, les conducteurs de pouce-pouce ont créé des troubles. Ils sont en fait au chômage. Tôt ou tard, ils deviendront des bandits. Nous supposons que Lu Xun, qui s'est un jour cassé les incisives sur un pouce-pouce, a pu profiter de ce tramway bien commode lors de son séjour à Beijing. Comme on peut le voir dans le journal de Lu Xun, habitant dans une cour avec 2 célèbres jujubiers à Fuchangmen, il semble avoir aimé se rendre au parc central, y allant jusqu'à 28 fois entre le 6 juillet et le 9 août 1926. À ce moment-là, marcher ou prendre un pouce-pouce avant de prendre le tramway à partir du Prailo de Xise semblait être un bon choix pour arriver au parc. En dehors du journal de Lu Xun, nous trouvons aussi, dans d'autres documents historiques de la République de Chine, de nombreuses célébrités culturelles qui vivaient à l'époque de Lu Xun. Cette image des personnes se rendant au parc en bus et en tramway pour visiter, se détendre et faire la fête dessine un premier tableau de la vie urbaine moderne à cette époque. Près du parc central, dans l'ancienne maison située sur l'aile ouest de l'autre côté de la place Tiananmen, Zhu Zitian, qui avait depuis longtemps quitté ses fonctions officielles, a rassemblé un groupe d'architectes d'avant-garde pour mener des études sur l'histoire de l'architecture chinoise ancienne. Ils ont ainsi officiellement fondé la Société d'architecture de Chine. Liang Sichang, qui venait de rentrer des États-Unis, est devenu le directeur du département des normes architecturales. Pour les savants de cette société, l'aménagement de cette ville est devenu un élément important du patrimoine culturel de la capitale impériale grâce à l'urbanisme. À cette époque, Beijing conservait encore la forme en T de la période Jiajing sous la dynastie Ming, avec cette magnifique cité interdite et l'enceinte impériale qui l'entourait. En regardant vers le nord depuis la colline Jingshan, derrière la cité interdite, on pouvait voir Diamen, le pont de Homen et les tours de la cloche et du tambour qui se dressaient au milieu des habitations faites de briques bleues et de tuiles grises. C'était le point le plus au nord de l'axe central de la ville. En juin 1928, le gouvernement national de la République de Chine a déplacé la capitale à Nanjing et Beijing a repris le nom de Beiping, 580 ans après sa fondation par l'empereur Yongle des Ming. Les vestiges de la capitale impériale, en tant que patrimoine culturel, sont devenus un élément important de la reprise de l'identité de Beiping.
en 1931, l'incident du 18 septembre a éclaté et la Chine du Nord est tombée en état d'urgence. Si les Japonais envahissaient Beiping, de nombreux bâtiments anciens et de précieuses antiquités risquaient d'être réduits en cendres ou pillés sous les tirs. Le 21 septembre, une trentaine d'experts dont Liu Banong, Ma Heng et Zhu Zitian se sont réunis et ont décidé de proposer au gouvernement de désigner Beiping comme étant une ville culturelle, afin de lui retirer toute défense militaire. Au lieu d'adopter cette proposition qui avait un caractère assez idéaliste, le gouvernement a finalement formulé un plan visant à déplacer les antiquités vers le sud pour les protéger de la guerre. En mai 1933, en adoptant partiellement l'idée de construire une ville culturelle, la municipalité spéciale de Beiping avait prévu de faire de la ville une destination touristique. L'objectif était d'en faire la plus grande métropole culturelle de l'Orient et d'attirer l'attention de la communauté internationale sur cette ville, avec l'espoir de freiner la convoitise du Japon de s'en emparer. 出发点愿望是好的，希望呢发展北平的旅游业，建立呢旅游性的这种大的都市，引起国际的注意，这样能够牵制日本人的染指的力量，就是让他好像是知难而退。实际上啊，这个是非常幼稚的。在当时的条件下是什么呢？日本人就是想吞并华北，就是想侵略中国。你说通过开展旅游，发展这个国际大都市的旅游业，来牵制日本染指北平、染指华北，这基本上是空想，做不到的。其实他呢还做了很多实际工作，但是呢，只是计划而已。在当时中日民族矛盾非常尖锐激烈的情况下，这只能是书生之见。 Le 16 janvier 1935, le gouvernement municipal de Beiping a créé le Bureau de gestion du patrimoine national de Beiping afin de mettre en œuvre un plan de gestion du patrimoine national de la vieille capitale, concentré principalement sur les bâtiments anciens. La même année, le gouvernement municipal de Beiping a mis en place le comité préparatoire de mise en service des bus. Après avoir acheté 30 minibus Dodge, la première ligne fut ouverte à la circulation en août. Le point de départ était la porte Donghua de la cité interdite, et l'arrivée était le palais d'été, ainsi que la colline parfumée. En 1938, on a désigné des femmes guides pour présenter la ville aux passagers. Plus de 80 ans se sont écoulés depuis et le premier tramway moderne de Beijing, la ligne Xidiao, fait la navette entre le palais d'été et la colline parfumée. Le paysage à l'extérieur reste inchangé, mais la roue de l'histoire tourne en progressant sans arrêt. Jamais le temps ne tournera à rebours. Aujourd'hui, grâce au guide de voyage de Beiping publié en 1935 et dont le réviseur est Zhang Hengshui, nous pouvons nous replonger dans la culture de l'ancienne ville de Beiping. Ce guide a été soigneusement rédigé par Ma Zhiyang, dans le contexte du plan de gestion du patrimoine national de la vieille capitale. On peut constater le rôle important de Beiping dans son repositionnement, ainsi que l'expansion croissante des routes et des systèmes de transport public. Le matin du 8 juillet 1937, les habitants de Beiping ont appris par le numéro spécial du quotidien du Monde que la bataille de Lugouqiao avait eu lieu la veille à Wanping. 22 jours plus tard, les envahisseurs piétinaient la ville de Beiping en passant par le Wuprailo et la tour des archers de la porte Zhongyang. La deuxième phase du plan s'est arrêtée brutalement.
Zhu Qitian, a refusé à plusieurs reprises de servir en tant que fonctionnaire du gouvernement fantoche de Beiping, sous prétexte qu'il était malade. Liang Sichang s'est rendu au sud avec ses collègues de la Société de l'Architecture et a vécu une période difficile avec sa femme, Lin Huiyin, à Lizhuang, au Sichuan. En 1944, avec son étudiant Luo Zhiwen, il a rédigé le catalogue pour la protection du patrimoine culturel et des bâtiments en temps de guerre. Cet ouvrage a permis de protéger de nombreux bâtiments anciens de la destruction. Après la chute de Beiping, la plupart des habitants sont restés chez eux et les bus ont même cessé de circuler. 所以，这个时候日据时期的北平实际上是一个非正常状况下的北平。这种非正常状况下的北平，那显然城市生活也就不正常了。正像老舍先生写的那个《四世同堂》一样，是吧？里边描绘的那个情景，当时北平的市民始终生活在惊恐不安的这个状况之下，而且生活也很困苦。Cette année-là, Lao She, profondément attaché à Beiping, s'est rendu à Chongqing. En se remémorant le désastre de sa ville natale, il a éprouvé 1000 sentiments qui l'ont poussé à écrire 4 générations sous un même toit. Axé sur le Hutong Xiaoyangjuan, où il avait vécu pendant longtemps, il a décrit la vie du peuple lors de l'occupation japonaise de Beiping. Plongé dans l'écriture de son roman, Lao She n'a pu être présent lors de ce jour d'effervescence à Beiping un mois plus tard. Le 10 octobre 1945 était un agréable jour d'automne au ciel azuré. La place devant la salle de l'Harmonie suprême était bondée. Parmi les 2 millions d'habitants de Beiping, plus de 200 000 y ont afflué. À Tiananmen, à Duanmen, à Wumen, à Donghuamen, à Xihuamen, à Nanchizi, à Beichizi, et sur les avenues Nanchangjie et Beichangjie, il y avait du monde partout. Tous voulaient assister au moment de la capitulation japonaise. 当时国民党的第11战区的司令长官孙连仲将军，主持了这个受降仪式在受降书上签字了。有2个细节比较关键，一个就是双方在受降书上签字，再一个呢就是当时华北地区的日军的这些个高级将领献军刀，签完字以后，他们把那个每人佩戴的军刀都放在那个签字桌上，表示投降。而且在故宫的太和门广场上举行受降仪式，在整个中国16个战区的受降仪式中，是最隆重、最庄严的一个。Cependant, la joie de la récupération de Beiping a été rapidement troublée par la flambée des prix. Sans parler des nécessités de la vie, même le prix d'un ticket de tramway ordinaire s'élevait de jour en jour. En août 1948, les transports publics ne pouvaient plus joindre les 2 bouts et les bus de la ville ont été paralysés. Sous le Wuprailo, le silence régnait et le tintement des cloches avait disparu. À Beiping, on entendait de loin que le grondement de l'artillerie à l'extérieur de la ville. Au milieu des bombardements de la guerre civile, Liang Sichang a présidé à l'élaboration du catalogue pour la protection du patrimoine culturel et des bâtiments en temps de guerre. Celui-ci a été remis à l'armée populaire de libération de Chine afin que le patrimoine culturel et les monuments, tels que les anciens remparts de la ville de Beiping, puissent être protégés des bombardements. 北平新华广播电台，波长353公尺，850千周。各位听众，现在播送以和平方法解放北平战事的经过。Le 31 janvier 1949, Beiping a été libéré pacifiquement. Les habitants de cette ville, plongés dans la joie festive du Nouvel An chinois, ont remarqué que les soldats de la commission de contrôle militaire de Beiping portaient de nouveaux uniformes et brassards. Ces derniers avaient remplacé les soldats du Kuomintang pour faire le guet devant la station de radio. Le 12 décembre 1949, Lao She, après un long voyage pénible, a séjourné à l'hôtel de Beijing. Alors qu'il travaillait aux États-Unis, il a reçu des lettres de plus de 30 amis des milieux littéraires. Il se réjouissait de rentrer dans cette nouvelle Chine. Au printemps de l'année suivante, pour écrire sur le nouveau Beijing, il s'est installé dans le sud de la ville afin de connaître la vie des habitants. Au nord du Temple du Ciel se trouvait un fossé de drainage appelé Longxugo, qui recueillait depuis de nombreuses années les eaux usées et les précipitations de la ville.
En raison de l'absence d'assainissement, il était devenu le plus grand égout puant de Pékin, ainsi que le plus grand bidonville de la ville. Dans les archives de la Société des tramways, nous constatons qu'en raison de la construction d'un garage près du temple Farhua, de nombreuses lettres officielles avaient été envoyées à divers organes administratifs, dont le Bureau municipal des travaux publics, pour demander le drainage du Longsugo. Cependant, il semblerait que le problème n'ait pas été résolu, suite à des conflits entre différents départements. Au printemps 1950, le gouvernement populaire de la municipalité de Beijing a entrepris une reconstruction à grande échelle de Longsugo, avec un budget égal au prix de 3,5 millions de kilos de millet. Le drainage de Longsugo a surpris tous les habitants de Beijing. Ils ont constaté que ce gouvernement n'était pas comme les précédents qui ne se souciaient que de construire des routes et des bâtiments pour les dignitaires. Même si Longsugo se trouvait en banlieue, le nouveau gouvernement ne l'avait pas négligé, parce que c'était le gouvernement du peuple et il était déterminé à vraiment servir le peuple. 大家看那个电影，老舍先生写的，那就是当时真实的这个反应。当时呢，这个在建国初期，百废待兴，资金非常紧张。当时修了6000多米的这个管线管沟，干了2期，干了6个月，3个月1期。当时的投资，当时登记的说66亿元，是旧币，相当于现在呢60万元，为我们两岸的这些群众啊，这个解除了痛苦。啊，可见呢，就是这个我们一解放，以人民为中心，见着新中国首都这个目标去做，那人民的喜悦就好像从那垂死的样子，又获得了新生，那是从心里头。人民政府了不起，了不起，还修这沟，这上手先给咱穷人修。 Au printemps 1951, la pièce en 3 actes Longsugo a été jouée pour le président Mao Zedong dans la salle Huairen à Zhongnanhai. Plus d'un an plus tard, en juin 1952, à la suggestion de Zhou Enlai, le Théâtre des Arts du Peuple de Beijing, la première troupe de théâtre professionnel de Chine, a été officiellement créée et Longsugo est devenue sa pièce inaugurale. La même année, Liang Sichang participait à la conception du monument aux héros du peuple sur la place Tiananmen. En 1955, le 11 octobre, peu après la fête nationale, le quotidien de Beijing a publié un article. Un tramway passant par Longsugo a été mis en service. La Société des tramways a installé la première voie de tramway de Tianqiao à Hongqiao après la libération de Beijing, et les habitants de Longsugo, dont les conditions de vie s'étaient beaucoup améliorées, avaient désormais accès au transport public. Au tintement dynamique des tramways, un nouveau Beijing appartenant véritablement au peuple embrassait tous ces changements prodigieux au fil du temps.